Bonjour et bienvenue sur cette édition du SPACE 2024. Nous allons aborder maintenant le thème de la communication pour recruter les jeunes qui nous regardent nombreux et pour quel type de projet. Mais on va vraiment se concentrer sur comment donner envie, recruter, fidéliser, que ce soit dans des logiques de salariés ou des logiques de chefs d'exploitation ou de repreneurs en tant que tels. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Marlène Leguet. Bonjour, Madame Leguet. Bonjour. Donc, Marlène Leguet est la fondatrice d'une société qui s'appelle Vague de Sens, qui est basée à Rennes, qui existe depuis plusieurs années. Et elle est spécialisée sur les jeunes générations, tout secteur, toute taille d'entreprise en France. Donc, elle va pouvoir nous donner finalement une vision large, y compris hors agricole. Et bien évidemment, elle parle des thèmes de recrutement, de fidélisation, de management. Et, comme elle aime à le dire, sans stéréotypes. Hein, voilà. Et donc, Madame Leguet avait une carrière antérieure dans les études. Donc, peut-être qu'il en reste quelque chose, Madame Leguet, dans votre approche, quand vous allez vous exprimer. Est-ce que c'est au doigt mouillé, mon avis du jour? Est-ce que ça repose sur des études? Tout à fait. On va dire que mon parcours précédent a une influence aujourd'hui sur l'approche que l'on a avec Vague de Sens, au sens où continuellement, on va à la rencontre de jeunes. Donc vraiment, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes qu'on rencontre chaque année pour réussir à bien comprendre comment est-ce qu'il se représente le monde professionnel et pouvoir retraduire ça le plus fidèlement possible. Donc moi, je ne vous transmets pas ma vision personnelle de Marlène Leguet. C'est vraiment, je suis finalement l'intermédiaire entre ces milliers de jeunes et nos entreprises. D'accord, donc tout ce que vous allez nous dire repose sur des études sociologiques, quantitatives, qualitatives, c'est bien ça? Tout à fait. Continuellement, on fait des études, donc qu'elles soient quantitatives, qualitatives, on fait des micro-trottoirs, on fait des entretiens filmés, on fait vraiment plein de choses pour réussir à se mettre dans leur basket et à voir comment est-ce qu'ils perçoivent ce monde professionnel. Donc, on voit bien que tout ce que vous allez nous dire repose sur une base scientifique solide. Alors, la première question, parce qu'on a dit on va essayer de casser les stéréotypes, et la première question, c'est quel est le rapport des nouvelles générations au travail selon vous et à quoi sont-ils attachés? Voilà, vous allez, j'espère, nous expliquer comment vous voyez les choses loin des stéréotypes. Alors, avant de décrire finalement ces jeunes générations, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ces jeunes générations, elles peuvent sembler différentes des générations précédentes. En réalité, ce qu'elles mettent en lumière, c'est avant tout les transformations de notre société. C'est-à-dire que continuellement, on a des transformations qui s'opèrent dans notre société, des transformations qui vont être plus ou moins visibles. Et à un moment, vous avez des jeunes qui vont porter un discours. Alors, ce discours, il peut apparaître comme dissonant, mais en réalité, il est simplement le reflet de ces transformations. Donc ça, c'est important de le garder en tête. C'est vraiment le prisme de lecture finalement des jeunes générations. Ça veut dire que le changement, il n'est pas que pour les jeunes générations. Non, le changement, il n'est pas exclusif aux jeunes générations, mais bien souvent, comme eux ne connaissent que cette réalité, ils vont être beaucoup plus affirmatifs dans leurs propos, dans leurs attentes, par exemple. Et pour revenir à votre question initiale sur finalement les caractéristiques propres à cette génération, parce qu'il y en a quand même, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un rapport au temps qui est différent. Ils sont dans une vision plus court-termiste, de manière assez générale. On sent bien qu'il y a une urgence de vivre qui est présente, qui domine et qui vient aussi orienter leur choix d'action. Ils ont une approche aussi très pragmatique des choses. Ils veulent du concret. Vous leur dites des choses, et ils vont vous entendre, mais ils veulent surtout que vous leur démontriez que c'est vrai, que votre discours est véridique. Ça, c'est extrêmement important pour eux. On constate aussi qu'il y a un fort attachement relationnel à l'entreprise. Aujourd'hui, ils restent dans une entreprise parce qu'ils se sentent bien au sein de cet environnement. Ils restent pour être avec une équipe plus que pour être l'entreprise et l'équipe, bien évidemment, c'est ça? C'est ça. Mais on va dire que c'est presque comme si c'était l'équipe plus que l'entreprise en elle-même. C'est ça, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on a couvert les principales attentes? Alors, il y a un autre élément qui est important, c'est le sentiment d'utilité. Aujourd'hui, ils ont vraiment l'envie et le besoin de se sentir utiles. Ils ont besoin de savoir pourquoi est-ce qu'ils dépenseraient leur temps à vos côtés. Ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Est-ce qu'on peut parler, plutôt que de vie professionnelle ou vie personnelle, d'une vie où finalement ça englobe l'ensemble? Et est-ce qu'on entend souvent le terme expérience? J'ai envie de vivre une expérience. Est-ce que ça s'applique aussi à l'univers du travail? Oui, complètement. Aujourd'hui, ce que l'on peut noter, c'est que vraiment, on est sur une expérience de vie. Donc, il y a le monde professionnel, il y a le monde personnel, mais il y a aussi plein d'autres univers qui ont leur importance. Et finalement, le travail, il vient contribuer
à cet épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, c'est vraiment la clé. Et c'est pour ça que parfois, on voit apparaître des phénomènes qui peuvent nous apparaître comme des phénomènes de rupture, de personnes qui se sont formées pour travailler dans un secteur, qui vont finalement faire autre chose ou qui vont avoir une première expérience, puis qui vont partir faire toute autre chose. À ce moment-là, c'est en termes d'épanouissement personnel, ils ont envie d'expérimenter autre chose. C'est bien que vous nous donniez cette clé de lecture parce qu'on peut être surpris effectivement de commencer sa carrière logiquement dans le secteur qui suit la formation qu'on a fait, puis faire toute autre chose et parfois même revenir. C'est ça, c'est les emplois boomerang, comment on appelle ça, c'est ça? Tout à fait, les salariés boomerang. Salariés boomerang. Qu'on voit de plus en plus apparaître au sein des entreprises. Donc des collaborateurs qui partent pour autre chose, pour une autre expérience et qui peuvent avoir tendance à revenir. Et vraiment, ce que l'on peut noter, c'est que souvent, les motivations de départ, ça va être la rémunération. J'ai envie de gagner plus, concrètement. Ou alors, j'ai envie d'évoluer et mon entreprise ne me propose pas cette possibilité. Mais par contre, je reviens parce que l'ambiance était meilleure. Vraiment, les notions de relationnel, d'ambiance, aujourd'hui, ce sont les premiers leviers de fidélisation. Est-ce que, alors, dans ce qu'on voit, il y a la place de la formation parce qu'on est au SPAS, il y a les lycées agricoles. Est-ce que ces formations initiales sont si importantes? Est-ce qu'il y a la notion aussi de formation continue? Sous quel format? On voit énormément de tutoriels sur Internet. Comment les jeunes générations se forment-ils et quelle place accordent-ils à la formation? Alors, la formation initiale, elle est importante. Ils en ont conscience. Mais aujourd'hui, il y a aussi une tendance à l'auto-formation. Vous l'avez peut-être remarqué si vous fréquentez des moins de 30 ans. Quand ils ont envie de se former sur un sujet bien spécifique, ils savent aller chercher des ressources, notamment des ressources digitales, pour se former. Après, on ne va pas se mentir, il y a parfois un amalgame entre la connaissance et la compétence. Mais en tout cas, ils ont cette capacité d'auto-formation. C'est ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils savent faire. Et donc, quand ils vont venir en formation, ce qu'ils vont chercher, encore une fois, c'est du pragmatique, c'est des expériences, c'est des anecdotes. Ils ont besoin que vous leur racontiez comment ça se passe concrètement au sein du monde professionnel ou au sein de votre entreprise. Alors, on avait vu une professionnelle de l'emploi agricole qui disait aussi l'importance du geste. Est-ce que ça va jusque-là? C'est-à-dire par rapport à une image perçue parfois comme difficile comme métier, qu'est-ce que ça veut dire soigner un animal, choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va jusqu'à faire le geste, se dire ouais, ça me plaît, c'est pas si dur? Je pense que c'est important effectivement de les impliquer parce que finalement faire le geste, c'est quoi? C'est comprendre aussi en quoi on est utile, en quoi on est utile dans toute cette chaîne de valeur. Donc ça permet d'amener du concret et ça permet de répondre à leurs besoins. D'accord. Donc on peut aller jusque-là dans l'explication, dans la formation, voire dans la découverte du métier. Tiens, fais-le à ma place. Plus qu'on peut faire ça, je pense qu'aujourd'hui, on se doit de faire ça. On se doit de faire ça. Donc là-dedans, il y a aussi une règle explicite à exprimer. C'est-à-dire, on ne dit pas tu peux, tu fais comme tu veux. Il y a des règles à exprimer clairement. Il y a un peu ça derrière de ce que vous venez de faire comme remarque? Tout à fait. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, on vit dans une société où quand on écoute les plus jeunes, ils ont le sentiment que c'est un petit peu comme s'il y avait toujours une vérité parallèle qui ne serait pas bonne à dire. Donc, ils sont toujours dans ce doute, dans cette méfiance. Aujourd'hui, quand on leur parle du monde professionnel, les premiers mots qui leur viennent en tête, c'est la peur, l'inquiétude et le stress. On sent bien que voilà, il y a un rapport assez anxiogène au monde professionnel. Quand ils débutent leur carrière, ils ne connaissent pas le cadre de référence, ils n'ont pas forcément leur repère. Et on peut leur demander beaucoup de choses, mais je pense que dans un premier temps, c'est aussi à nous de faire le premier pas et ça passe par la verbalisation de choses essentielles, comme le droit à l'erreur. Ça peut sembler une évidence pour nous, mais tant que ce n'est pas verbalisé, notre interlocuteur n'a pas forcément connaissance. Et puis, ça passe aussi par la verbalisation du cadre pour rappeler à quelles sont nos attentes. Alors, le droit à l'erreur, on a un petit biais culturel là-dessus, français, mais aussi sur le fait de verbaliser. Donc, on voit tout l'important de dire les choses très clairement. Une chose qui est importante aussi, enfin souvent on entend ça, c'est quel est leur rapport à l'autorité et le lien avec le management. Ils n'aiment pas qu'on leur donne des consignes, ils n'aiment pas l'autorité, enfin voilà le genre de stéréotype qu'on entend. Quel est votre avis là-dessus? Alors déjà, effectivement, ce stéréotype, on en entend à longueur de journée. Aujourd'hui, on me dit très régulièrement qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus d'autorité. Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce positionnement-là et avec ce propos parce qu'ils sont en demande de cadre. Ça, c'est des choses qu'ils formulent. Par contre, il y a un vrai sujet sur la légitimité des porteurs d'autorité. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, si vous voulez avoir une influence sur eux, il faut que vous ayez cultivé une proximité, une relation de confiance avec eux. Sinon, soyons clairs, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, arriver avec une approche, on va dire, un petit peu standard, ou en tout cas, l'approche qu'on pouvait avoir peut-être il y a une vingtaine d'années, très verticale, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il faut être dans l'horizontalité, il faut être dans des retours permanents, prendre 1 heure de son temps pour échanger avec un collaborateur et sacraliser cet échange, ça ne les intéresse plus. Eux, ce qu'ils veulent,
c'est finalement qu'on leur donne petit à petit des retours au regard D'accord. de ce qu'ils font, des retours personnalisés, pour leur permettre de prendre conscience de ce cadre. Donc l'autorité, oui, Oui. mais plus comme avant. D'accord. Ce que je crois entendre, l'autorité donne le cadre, donne l'objectif. Mm. Par contre, je définis comment j'y vais. Et le cadre, c'est aussi si j'ai besoin, si à un moment je me sens vraiment en difficulté, je fais appel à mon manager, je veux qu'il soit disponible. Il y a ça derrière ce que vous me dites ou pas? Alors, il y a je veux qu'il soit disponible et puis aussi je veux savoir si j'ai le droit d'aller le solliciter. D'accord. Parce que ce qui est spécifique aux jeunes générations qui entrent dans le monde professionnel, c'est qu'ils sont en train de développer leur identité professionnelle. Oui. Et aujourd'hui, ils ont parfois peur d'aller voir des managers, de leur poser les questions qu'ils ont vraiment en tête, D'accord. en se disant mais si je vais poser ces questions-là, peut-être que je ne serai plus pris au sérieux. Donc D'accord. aujourd'hui, c'est aussi notre regard qu'il faut changer et notre manière de faire, Ouais. me semble-t-il. On entend souvent une phrase, c'est on a toujours fait comme ça. Oui. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est incertain sur plein d'aspects. On est dans un monde qui est mouvant, où tout va de plus en plus vite et on ne peut plus et on ne doit plus faire comme avant. Donc aujourd'hui, c'est eux qui détiennent les réponses et je pense qu'il faut aller les solliciter aussi si on a besoin d'avoir des Donc, il faut réponses. accepter les nouvelles idées aussi dans ce que vous dites, Oui. qui sont nécessaires, ce que je crois entendre ça. vu dans ce monde si mouvant. Alors, ce mot du sens, vous l'avez évoqué brièvement, mais est-ce qu'on peut y revenir? On entend toujours dans les enquêtes, les jeunes sont en recherche de sens. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez dit tout à l'heure, concret, peut-être jusqu'au geste, mais pas tout à fait. Concrètement, ça veut dire quoi le sens? Le sens, c'est une dimension Est-ce que vous très avez des exemples à donner? Ça va être une dimension très pragmatique, vraiment une dimension d'utilité. Typiquement dans les offres d'emploi, parce qu'on réalise continuellement des études pour savoir comment ils perçoivent, Oui. comment est-ce qu'ils décryptent les offres d'emploi et qu'est-ce qui constitue des leviers d'attractivité. On voit bien que ce qu'ils n'aiment pas du tout, c'est les phrases du type « nous avons une belle politique RSE Ouais. ». Ça, ils n'aiment pas. Dites-leur concrètement ce que vous faites, ça leur parlera davantage. Et surtout, ce qu'on veut absolument éviter, c'est des phrases type nous sommes une belle et grande famille, venez rejoindre l'aventure ». Ça, il faut arrêter avec ça. Vous êtes une belle famille, il y a une bonne ambiance chez vous, démontrez-le. Démontrez-le, donnez la parole à vos collaborateurs, partagez sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'ils vont aller chercher. Ce que j'entends quand vous dites concret, c'est aussi la preuve, et la preuve, elle passe pas forcément à demi-mot dans ce que vous dites, dans un langage très corporate ou institutionnel. Qu'est-ce qui marche le mieux? Comment est-ce qu'on finalement on arrive à avoir le plus d'impact? Par quel médium, par quelle personne on peut faire passer le message? Aujourd'hui, c'est vraiment les collaborateurs, c'est la voix des collaborateurs qui compte. L'an passé, on a réalisé une étude sur l'indice de confiance accordé aux différents types de discours et on voit bien que l'indice de confiance accordé à la parole des collaborateurs était de 57%, vs 6% pour les discours corporate et 3% pour les médias. Donc on voit bien que c'est la voix des collaborateurs qui compte, suivi de la voix des anciens collaborateurs et puis après les discours plus corporate. D'accord. Donc, importance de ce que disent les salariés aussi sur l'entreprise, à l'extérieur, dans des échanges, mais aussi via les réseaux sociaux. Autre notion qui est souvent mise en avant, c'est le rapport à l'argent, ou en tout cas, le fait d'en parler assez librement. Est-ce que ce thème de l'argent, parce qu'on dit souvent les jeunes sont en recherche de sens, mais est-ce que l'argent reste important pour eux? Et est-ce qu'on en parle et comment? Alors oui, il faut en parler. Oui, ils ont un rapport décomplexé à la rémunération. Donc plus vous allez l'être, plus ça va les rassurer en fait. Donc ce sujet, il est central. Après, ce qui l'est encore plus, c'est vraiment ces dimensions relationnelles. C'est-à-dire que même avec la meilleure rémunération du monde, s'ils ne se sentent pas bien chez vous, ils n'auront pas envie d'y rester. D'accord. Par contre, ce qu'on a pu noter, c'est que quand il n'y a pas de rémunération sur une offre d'emploi, non seulement ça va les déranger, mais en plus de ça, ce qu'ils vont se dire, c'est « Ah, s'ils ne m'ont pas dit ça, qu'est-ce qu'ils m'ont caché d'autre ?» Donc ça soulève du doute, donc ça peut soulever de la méfiance et ça peut freiner des candidatures. Donc il y a quand même la notion de transparence dans tout ce que vous dites, concret, preuve, mais aussi ils ont une aptitude à repérer des incohérences entre le discours et la preuve, donc être très vigilant dans la cohérence de ce qu'on montre, ce qu'on dit, ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur le management, une forme d'exemplarité. Quels sont les top 3 finalement dans leurs critères? Vous avez parlé de l'ambiance, on a parlé de l'argent. Si on devait hiérarchiser leurs attentes, puisque vous travaillez beaucoup sur le recrutement, quel est le top 3 de leurs attentes? Alors déjà sur la partie fidélisation, Oui. le top 3 c'est l'ambiance, la relation avec les collègues, suivi de la relation avec le manager. Donc on est vraiment 100% sur le relationnel et suivi de la rémunération. Sur le recrutement, on a réalisé une étude qu'on a commencé à réaliser il y a 3 ans. D'abord en partenariat avec l'ABEA, donc l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. Et ensuite, on a étendu à d'autres secteurs, à d'autres types de profils. Et ce qu'on cherche concrètement à savoir, c'est comment se rendre attractif à travers quelques lignes dans une offre d'emploi. Et est-ce que c'est vraiment possible? Exactement. Est-ce qu'on peut recruter par offre d'emploi? Alors, il n'y a pas que ça. Soyons honnêtes.
Ça ne suffit plus d'avoir simplement quelques mots sur une offre. Néanmoins, on a observé qu'il y avait des leviers qui permettaient de faire la différence, des leviers finalement assez simples à appliquer. Le premier, c'est celui de la réciprocité. Concrètement, plus vous allez avoir une offre d'emploi formulée sous forme de questions-réponses, plus ça va susciter de la curiosité. Pourquoi ? Parce qu'en termes de représentation, ça va amener en fait le sentiment d'une entreprise plus horizontale, qui est dans l'écoute de ses collaborateurs, une entreprise dans laquelle ils auront leur mot à dire. Et donc ça leur plaît. Le deuxième levier, c'est celui de l'empathie. Concrètement, si vous arrivez à mettre dans votre offre la question qu'ils se posent, la question qu'ils sont vraiment en tête, celle qui vous disent la question. Celle à la fin de l'entretien, là, quand vous êtes sur le pas de la porte, et j'ai juste une petite question, c'est celle-là qu'il faut mettre dès l'offre d'emploi. Vous allez comme ça activer un sentiment d'empathie. Et si vous y répondez, vous allez actionner le Graal, à savoir le sentiment de transparence. D'accord. Donc on voit bien finalement qu'il y a des aspects techniques aussi dans les annonces. Si on voit un petit peu les interactions qui sont nécessaires, là on peut revenir par rapport au monde agricole. Est-ce qu'il y a des notions à déconstruire ? Parce qu'il y a quand même, alors on parlait pas de stéréotypes, mais il y a quand même aussi des croyances par rapport à certains secteurs, dont l'agriculture. On le voit souvent, métier dur, on n'a pas beaucoup de vacances. Comment on gère ça, ces interactions, face aux idées reçues qui sont véhiculées ? Les interactions, il faut réussir à en créer, parce que c'est de cette manière-là qu'on va réussir à faire évoluer les représentations qu'on a d'un secteur, d'une filière, d'une entreprise. Mais créer ces interactions, ça ne nous semble pas toujours naturel. Alors, ça peut se faire indirectement, comme je disais, via une structure d'offre d'emploi. Ça peut se faire indirectement via les réseaux sociaux, mais c'est bien de le faire aussi directement. D'aller à la rencontre de ces jeunes. Et parfois, c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'on se dit, bah oui, mais moi, je suis face à une classe de 4e, de 3e. Je viens présenter ma structure, mais bon, je n'ai pas de réaction en face, je ne sais pas s'ils sont intéressés. Bah là, typiquement, ce qui peut être intéressant, c'est de partir de ces idées préconçues et finalement de les provoquer un petit peu. D'accord, on les met sur la table, on met l'idée préconçue et on commence à discuter sur cette base-là. Est-ce que vous pensez ça ? C'est ça. Ou qu'est-ce que vous avez déjà entendu sur notre secteur, sur notre filière ? Vous n'avez jamais entendu ça ? Bon, bah, c'est bizarre, nous on l'entend tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et de cette manière-là, on va créer une interaction. Et ça peut nous permettre de déconstruire des idées et finalement de travailler aussi l'attractivité du secteur. D'accord. Est-ce que dans cet esprit-là, les témoignages de professionnels, de jeune à jeune aussi, pas forcément le chef d'exploitation qui a 65 ans, mais un jeune qui parle à un jeune, est-ce que c'est un levier puissant ? Alors, ça peut. Mais ce n'est pas l'élément le plus prégnant. Nous, quand on les questionne, en fait, ce qu'ils vont nous dire, c'est que finalement, l'âge, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est les anecdotes, c'est l'expérience. Et l'expérience n'est pas forcément associée à un nombre d'années au sein de la structure, mais surtout l'élément essentiel. Ils nous disent, finalement, l'âge, peu importe, tout ce qu'on veut, c'est que la personne ait le sourire. Donc, si vous êtes fiers de faire votre métier, si vous êtes fiers de vous lever le matin pour faire ce que vous faites, allez les voir et racontez-leur ça. Va transparaître. C'est ça qu'ils veulent savoir. Merci Madame Le Gueux, je trouve une belle phrase pour la fin. Merci beaucoup. Merci. Et merci de vos conseils. Même si certains exemples que vous nous donniez étaient plus larges que le secteur agricole, bien évidemment c'est transposable. Il y a un grand nombre de similitudes. Merci pour ce partage d'expérience. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.